Bonjour, c'est avec grand plaisir que nous vous présentons les faits saillants de la recherche qui s'intitule « Sens et effets de l'éducation en prison, la perspective des personnes apprenantes incarcérées dans les prisons provinciales du Québec ». Je m'appelle Lynne Bisson, je suis professeure en travail social au Cégep Marie-Victorin et chercheur associé à la chaire UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison. Et je m'appelle Frédéric Armstrong, je suis co-titulaire à la recherche de la chaire UNESCO et j'ai été co-chercheur sur le projet Sens et effets de l'éducation en prison. Savez-vous que lorsqu'on participe à des programmes d'éducation en prison, ça nous permet de nous évader? C'est en fait ce que la plupart des personnes qu'on a rencontrées dans le cadre de la recherche nous ont dit. Et nous aurons l'occasion, dans les 15 prochaines minutes, de comprendre un peu comment on peut s'évader en participant à des programmes d'éducation en prison. Le projet Sens et effets, c'est un projet qui a été financé par le Fonds d'innovation sociale destiné aux collèges et communautés, un fonds qui est financé et géré par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et le Conseil de recherche en sciences et génie du Canada. C'est un projet qui a été fait en partenariat avec plusieurs institutions, plusieurs organismes, notamment le ministère de la Sécurité publique et d'autres que vous pouvez voir dérouler à l'écran à l'instant. Donc, l'éducation en prison, c'est pas un sujet qui est beaucoup étudié et c'est important de placer quelques éléments de contexte pour bien comprendre la problématique qui nous a occupés. Ce qu'on sait, c'est que les personnes incarcérées ont un taux de scolarité beaucoup plus faible que la population en général et qu'il y a des programmes d'éducation, formels ou non, qui sont disponibles dans tous les établissements de détention du Québec. Ça, c'est parce que le droit à l'éducation des personnes incarcérées est reconnu dans le droit international ainsi que dans la loi sur les services correctionnels du Québec. La littérature scientifique sur la question nous montre que l'éducation en prison a un impact ou une utilité dans la mesure où elle a une influence sur le taux de récidive des apprenants et des apprenantes. Une des plus récentes méta-analyses sur la question concluait que l'éducation en prison fonctionnait, entre guillemets, dans la mesure où les apprenants et les apprenantes avaient 43% moins de chances de récidiver que les personnes qui n'avaient participé à aucun programme d'éducation. Cependant, la littérature quantitative sur la question de l'éducation en prison fait en sorte, pour toutes sortes de raisons, qu'il est difficile d'isoler l'impact de l'éducation en prison d'autres facteurs qui affectent la récidive. Et donc, on peut supposer que certaines de ces études sont sujettes au biais de sélection, c'est-à-dire que les candidats et candidates qu'on a sélectionnés auraient peut-être pas récidivé, même s'ils n'avaient pas participé à l'éducation. On sait aussi qu'il y a très peu de recherches qualitatives sur la question et peu d'études qui se concentrent sur le point de vue des apprenants incarcérés. L'objectif principal de la recherche que nous avons faite, c'est de connaître le sens et les effets de l'éducation en prison du point de vue des personnes apprenantes incarcérées. Tout au long de la recherche, nous avons été guidés par 6 objectifs spécifiques. Et pour la suite de la présentation, bien entendu, après vous avoir présenté quelques points de méthodologie, nous allons, pour chacun des objectifs spécifiques, vous présenter les faits saillants. Il s'agit d'une recherche qualitative. En fait, nous avons fait 41 entretiens semi-dirigés auprès de personnes qui participaient ou avaient participé à des programmes d'éducation lors de leur détention. Quand on parle de programme d'éducation, on parle tant de cours qui mènent à un diplôme d'études secondaires ou à une formation professionnelle qu'à des cours d'insertion sociale, des cours de musique, des cours d'art ou encore des cours liés à augmenter ses compétences au niveau de l'employabilité. On a rencontré des personnes qui étaient détenues dans 5 établissements de détention du Québec. Ce sont des prisons provinciales. Les prisons provinciales ont comme particularité d'accueillir soit des personnes qui sont en attente de sentence ou encore des personnes qui ont eu leur sentence, mais de 2 ans moins une journée. On est maintenant rendu à la présentation des résultats. Alors, pour chacun des objectifs spécifiques, nous allons vous présenter les faits saillants. On a aussi ajouté des verbatims des entretiens et donné un pseudonyme à chacune des personnes qu'on a rencontrées, évidemment, pour maintenir leur droit à la confidentialité. Donc, le premier sous-objectif de notre recherche, c'était de connaître les apprenants et les apprenantes au sujet de leur rapport à l'éducation. Sans surprise, on a constaté qu'environ la moitié des personnes rencontrées n'avaient aucun diplôme, pas même un diplôme d'études secondaires. Quelques-uns avaient un diplôme professionnel ou quelques qualifications, mais généralement, on constate une très faible scolarité. Cependant, très peu des personnes répondantes à qui on a parlé disaient détester ou avoir détesté l'école dans le passé, même s'ils l'avaient abandonnée pour toutes sortes de raisons. Ce qui, à l'analyse, n'est pas très surprenant finalement parce que les personnes s'inscrivaient à l'école en prison et ça aurait peut-être été un peu différent si on avait parlé avec des personnes qui n'étaient pas inscrites à des programmes d'éducation au moment.
Cela étant dit, les personnes à qui on a parlé nous ont exprimé des motivations largement extrinsèques à participer à l'école en prison ou à des programmes d'éducation. Par motivation extrinsèque, ce que j'entends, c'est que ce n'est pas l'éducation en tant que telle qui les motivait, ce n'est pas le simple plaisir d'apprendre, ils allaient à l'école pour autre chose. Soit pour l'argent qui était fourni en guise de compensation, soit pour se désennuyer, soit pour passer le temps, soit etc. Et à l'analyse, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est très important de reconnaître la validité de ces motivations qui peuvent paraître moins nobles à prime abord, tout simplement parce que les motivations à participer à l'éducation changent en cours de route. Ce que François nous dit ici, c'est qu'au départ, il le fait pour se désennuyer, mais ultimement, il le fait pour développer et travailler ses connaissances. En second lieu, on était intéressé à connaître la perception des personnes sur leur expérience d'éducation en prison. Comment elles appréciaient les cours? Est-ce que c'était plutôt un passage obligé? Alors, presque à l'unanimité, les personnes qu'on a rencontrées nous ont dit que l'éducation en prison était vraiment très appréciée et même que ça leur amenait un espace sécurisant. Comme nous le dit Anne, c'est comme une bouffée d'oxygène pur. Ou encore Jessie qui nous dit « Moi, quand je suis à l'école, j'entends plus le bruit des clés, le bruit des portes, les gardiens, je me déconnecte de tout ça. » Donc, l'éducation en prison, c'est vraiment un espace sécurisant. Et c'est de cette façon-là que les personnes incarcérées peuvent s'évader d'une certaine façon en participant à des programmes d'éducation. Troisièmement, on s'intéressait à connaître les effets de la participation à des programmes d'éducation. Alors, ce qu'on a constaté à l'analyse des données, c'est que les effets sont multiples, majoritairement positifs, et se font sentir à court et à moyen terme. Plus particulièrement, on constate des effets sur la vie en détention. Participer à des programmes de formation aide à prendre une pause des difficultés de la vie carcérale. Ça amène une plus grande sérénité. Aussi, au niveau de l'identité, ça a un grand effet parce que plusieurs personnes, quand elles sont dans les cours, elles ne se sentent plus des personnes prisonnières, elles deviennent des personnes étudiantes. Et ça a un effet sur l'identité au final qui va même jusqu'à faire miroiter aux personnes que peut-être que quand elles vont sortir de prison, elles vont pouvoir accéder à une vie plus normale qu'à la vie de criminel. On voulait aussi identifier les facteurs qui favorisent la participation et la persévérance. Et ce qui ressort de l'analyse majoritairement, c'est que les attitudes des enseignants, les relations prosociales qui se tissent entre les étudiants et les enseignants et enseignantes sont vraiment au cœur de la persévérance. C'est dans ces relations-là, qui sont souvent les seules relations proprement humaines que les personnes incarcérées vivent au moment de leur détention, que les personnes vont être amenées à persévérer et vraiment à continuer d'apprendre à l'école. On a aussi noté l'importance des réussites, aussi petites soient-elles. Lorsqu'une personne entre dans un cours de secondaire 2 à l'école, lorsqu'il termine un cahier, lorsqu'il réussit un examen, etc., ces petites réussites-là sont vraiment clés dans l'explication de ce qui les motive à rester à l'école. Et on a noté aussi que c'est important d'inscrire la participation dans un objectif à court ou moyen terme, puisque ça contribuait significativement à la persévérance. Lorsque les personnes avaient un objectif, et puis l'objectif, ça peut être tout simplement de se désennuyer, c'est tout à fait pertinent à cet égard-là, on persévère davantage. Et on a noté, enfin, que les sentences plus longues semblaient contribuer à la participation dans la mesure où plusieurs personnes nous ont noté l'importance du temps, de l'importance d'avoir du temps. Lorsque j'ai 6 mois, je ne vais pas perdre mon temps, je vais aller à l'école, etc. Les personnes qui avaient des plus petites peines ou qui passaient moins de temps en prison avaient moins la chance de persévérer. C'était aussi important pour nous de comprendre les facteurs qui nuisent à la participation et à la persévérance. À l'analyse des données, on a constaté 3 types de facteurs. Le premier, c'est tous les facteurs qui sont liés à l'institution comme telle. Par exemple, en prison, il y a régulièrement des arrêts de circulation, communément appelés deadlock. Alors, ça fait en sorte que les personnes doivent rester dans leur cellule, confinées dans leur cellule, et ne peuvent pas aller aux cours qui étaient prévus si ça se passe au moment où il y a un arrêt de circulation. Plusieurs nous ont dit que ça avait un impact sur leur motivation. Il y a aussi des facteurs plus dispositionnels, par exemple les personnes qui éprouvent des difficultés d'apprentissage ou les personnes qui ont des très courtes peines. En fait, il y a les facteurs situationnels liés à des problèmes de vie ou à des situations de vie particulières. Par exemple, Jeanne, lorsqu'on l'a rencontrée, venait le matin même de signer une résiliation de bail et d'apprendre qu'elle avait un montant à payer de 1 000 $. Alors, cela faisait en sorte
sorte qu'elle se questionnait clairement si elle allait poursuivre les cours de secondaire 2 qu'elle avait entrepris parce qu'elle ne se sentait pas disponible. Un des objectifs de notre recherche était aussi de prolonger la recherche qui a été menée par Geneviève Perrault et Jean-François Meyer en 2015, qui portait sur l'éducation en prison en milieu provincial carcéral, et qui avait constaté, après avoir rencontré des professionnels de l'éducation ou des professionnels du milieu carcéral, que l'éducation en prison était négociée davantage comme un privilège qu'un droit. On a donc demandé à nos répondants et répondantes la question suivante. L'éducation en prison, est-ce que c'est un droit ou un privilège? On a constaté 3 genres de réponses. Premièrement, très peu nombreux, des personnes qui se disaient plutôt revendicatrices et qui exprimaient très fortement le fait que l'éducation en prison, ça devrait être un droit et que ce n'est pas du tout un privilège. Plus nombreuses, celles-là, les réalistes qui, comme la plupart des gens, en fait, comme la population en général, considèrent que les personnes incarcérées n'ont pas tant de droits que ça, et que l'éducation en prison, dans ce contexte, est tout à fait un privilège. Et, enfin, la dernière catégorie, une catégorie qui nous a davantage surpris, la catégorie des privilégiés. Ces personnes-là disaient que l'éducation en prison, c'est un privilège, pas parce que c'est quelque chose qui peut être suspendu, mais pour la simple et bonne raison que ces personnes-là se sentaient privilégiées d'avoir accès à l'éducation, même si elles étaient en prison. Ces personnes-là sont entrées en prison, ne s'attendaient pas à avoir accès à aucun service et se rendent compte que l'éducation qu'on peut y avoir accès est d'excellente qualité, et ces personnes-là se sentaient privilégiées. Alors, ce qu'on sait de la littérature, c'est que l'éducation en prison a un impact sur la récidive et la réinsertion sociale, a un impact positif. Ce que nous avons constaté dans le cadre de la recherche, c'est que les effets sur le bien-être des personnes apprenantes peuvent entraîner des effets à moyen et à long terme qui inscrivent les personnes dans le processus de désistance. C'est ça, c'est-à-dire le processus par lequel les personnes en viennent à se désister, à abandonner un mode de vie criminel ou la délinquance en général. Et ce qui est important de noter, c'est que même ceux et celles qui s'inscrivent pour passer le temps, entre guillemets, vont constater la plupart de ces effets à court et moyen terme. Alors, pour que ces effets se fassent sentir, il faut d'abord que les personnes incarcérées se rendent à l'école. Il faut donc non seulement améliorer l'offre et les services d'éducation en prison, mais d'abord et avant tout, identifier des façons et des stratégies pour amener le plus de personnes à s'inscrire à des programmes d'éducation. Dans cette optique, une des premières pistes qu'on a identifiées pour améliorer les services, c'est d'offrir de la formation à l'année, parce qu'actuellement, la formation s'offre du mois de septembre au mois de juin, et également permettre une meilleure conciliation travail-études pour les personnes qui, en prison, voudraient et travailler et étudier. On propose aussi d'élargir l'offre de formation, c'est-à-dire que les personnes analphabètes ou les personnes qui ont déjà un diplôme d'études secondaires, leur possibilité de suivre des programmes d'éducation, elle est extrêmement minime. On a vu aussi que plusieurs personnes se sentent privilégiées d'avoir accès à l'école, et donc on pense que ce serait une bonne idée de mobiliser ce sentiment de privilège pour dire aux apprenants potentiels, pour favoriser leur participation, que l'éducation en prison est pas nécessairement un privilège, mais en tout cas une opportunité très intéressante pour améliorer ses conditions de vie, mais aussi améliorer ses capacités de réinsertion sociale. Et dans ce contexte, il faut reconnaître la légitimité des motivations extrinsèques, donc par exemple simplement passer le temps, et reconnaître la légitimité de ces motivations et ne pas dévaloriser les personnes qui s'inscrivent simplement pour passer le temps. Pour les décideurs qui gravitent autour de l'éducation, nous, on propose de penser l'évaluation des programmes, l'évaluation de la réussite des programmes au-delà simplement du taux de persévérance et du taux de diplomation, puisqu'on a vu que les effets sont très présents à court et moyen terme. Et puis finalement, on s'inspire de l'approche de Whole Prison, l'approche de toute la prison qui est suggérée par Geraldine Clear, qui est une criminologue irlandaise, qui, elle, suggère que toutes les interactions avec le système carcéral, que ce soit avec les agents correctionnels, avec les agents de libération conditionnelle ou les conseillers en milieu carcéral, toutes ces interactions avec les personnes incarcérées doivent contribuer à la réinsertion en participant à l'apprentissage des personnes incarcérées. Donc, en fait, toutes les interactions peuvent être mobilisées dans un contexte d'éducation au sens large. Voilà, nous vous remercions de votre intérêt et nous espérons que nous vous avons rendu curieux pour aller consulter le rapport de recherche qui va sortir sous peu.